Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour déjà une 381e rencontre Vlil. Et ce soir, donc, on a la chance de recevoir Frédéric Casotti pour son ouvrage Dans les plis du drapeau aux éditions du Cherche Midi qui est sorti en janvier dernier. Alors déjà, pour vous connaître un peu mieux, Frédéric, j'aimerais savoir votre parcours professionnel et comment vous en êtes arrivé à écrire ce premier roman. Ce n'est pas un premier livre, puisque vous avez écrit un autre livre dont on parlera peut-être tout à l'heure aux éditions Séguier sur Stéphane Eke, qui était aussi, là aussi, un grand moment d'écriture. D'où vous venez, Frédéric? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire et notamment à vous intéresser ensuite à la guerre d'Algérie. Alors, il y a beaucoup de questions à la fois auxquelles je serais ravi de répondre. Alors, vous voulez que je commence par Par votre mon parcours. parcours professionnel? Bon, tout ça est un peu lié, mais alors je ne vais pas rentrer dans les grandes... Mon parcours professionnel, alors je l'ai fait, à l'issue du bac, j'ai fait des études de droit que j'ai poursuivi, où j'ai fait un doctorat. Donc j'ai commencé comme universitaire, j'étais maître assistant à la fac du Caire notamment, j'ai fait une thèse, j'étais assistant, enfin, attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'université de Paris 1, à la Sorbonne, donc j'ai fait une thèse. Ensuite, je suis devenu avocat. Voilà. Et je me suis mis à écrire il y a une petite dizaine d'années, pas même 10 ans précisément. Voilà. Pourquoi? Alors, j'avais déjà fait une... Alors, évidemment, sur le fond, j'adore la littérature, évidemment, j'adore l'écriture, la littérature, les romans. J'adore la langue française, j'adore l'écriture. J'avais rédigé une thèse de doctorat, alors, qui n'est évidemment pas le même exercice qu'un exercice littéraire, mais qui vous forge, enfin, qui est un exercice d'écriture notamment. J'ai ensuite exercé une profession, celle d'avocat, où on rédige beaucoup. Dans ces cadres-là, j'ai rédigé aussi beaucoup d'articles, de conférences, etc., etc. Donc j'ai toujours eu un lien très intime et très quotidien à l'écriture. Et ben, et à un moment, j'ai joint les deux propositions, l'habitude d'écrire et l'amour de la littérature. Et j'ai tenté un premier manuscrit, puis un deuxième qui, j'ai eu de la chance, ont débouché sur deux livres publiés au Cherche Midi et chez Séguier dans le même groupe. Très bien. Alors justement, par rapport à... On va commencer d'entrée de jeu sur Dans les plis du drapeau. C'est un livre qui a beaucoup de thématiques, beaucoup d'entrées finalement, mais notamment évidemment sur la guerre d'Algérie, mais pas que. On en parlera tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous pousse à écrire ce roman-là? Quel a été le déclic? Oui, Euh, oui, je vous avais posé la question, pardon, oui, sur la question de l'égalité. Alors, c'est quelque chose qui m'avait, bon, comme beaucoup de gens, hein, fasciné une grosse dizaine d'années. Après, j'ai beaucoup étudié la question, c'est plus devenu tellement. Enfin, c'est pas que ça a été relégué au second plan, mais je suis passé à d'autres choses. Mais en effet, ça m'avait. Alors, j'aime beaucoup l'histoire, et cette période-là m'avait particulièrement intéressé une grosse dizaine d'années. Notamment dans mes recherches, j'avais voulu écrire quelque chose de judiciaire sur les grands procès, mais je m'étais rendu compte que tout ça avait été largement fait déjà et que notamment la plupart des grands procès faisaient l'objet de minutes qui avaient été publiées, de sorte que en fait j'ai gardé le matériau de mes recherches comme base, si vous voulez, à un roman. Voilà, je me suis dit, alors j'ai eu un déclic, je ne sais pas pourquoi, c'est en lisant un livre que beaucoup d'entre vous ont probablement lu, alors, qui n'a aucun rapport, mais qui est Le Sermon sur la chute de Rome de Jérôme Ferrari, prix Goncourt 2011, si je ne m'abuse. Et je ne sais pas pourquoi, parce que ça n'a aucun rapport, si vous voulez, mais en lisant ce livre qui est excellent, euh, j'ai à un moment projeté, visualisé un futur roman, alors que c'était pas du tout le projet, mais sur la base, oui, je sais pas pourquoi. Voilà, j'ai visualisé, c'est une espèce d'épiphanie, et à partir de là, donc j'ai décidé de transformer le matériau, de me lancer en fait, comme beaucoup de gens, et puis de transformer ce matériau-là, de ces recherches, en un roman. Alors, bon, comme beaucoup d'auteurs ont dû l'expliquer, bah, ça ne coule pas tout de suite, hein. Il y a un premier jet, puis il y a un premier personnage, et puis surtout quand c'est le premier et qu'on n'a pas vraiment de méthode, hein, voilà, on rajoute un personnage, on modifie le récit, etc., etc. Puis par touche progressive, au fil des réécritures et des relectures, on arrive à un résultat, j'espère, à peu près acceptable. vous entendez plus, c'est bon. Euh, par rapport à ça, justement, vous n'êtes pas rentré dans la facilité, c'est le moins qu'on puisse dire. On a différentes époques,
On a en effet une multitude de personnages qui ne sont pas manichéens, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment vous avez réussi à retravailler ce roman-là? Je pense que ça a pris à minima, de ce que j'ai cru comprendre, au moins 2 3 ans. Euh, Comment vous entrez dans la tête des personnages, vous qui n'êtes pas finalement du métier de base, comment on entre dans les personnages avec la casquette juridique extrêmement rigide en principe? Pour le coup, c'est un autre exercice. Est-ce que la littérature vous permet de sortir de la rigidité juridique, de la rigueur juridique, je vais me dire? Ah oui, ça, alors, c'est un exutoire, comme chez la plupart des écrivains, c'est un exutoire absolument indispensable. Ce n'est pas du tout le même exercice. Et alors, pour vous répondre très clairement, alors comment ça, je ne sais pas, bah, par le travail, hein, voilà. Et pourquoi? C'est que, alors merci pour le complément sur l'absence de facilité, mais ça, j'y suis très attaché. Je dis ça sans aucune forme de prétention, mais on écrit pour ses lecteurs, en fait. Voilà. Et les lecteurs vous font la politesse de payer 20 euros pour acheter votre livre. Il faut qu'ils en aient pour leur argent. Je le dis de façon aussi triviale que ça, mais c'est beaucoup plus profond. Je suis toujours atterré. Enfin voilà. Enfin, il est hors de question pour moi, on contente, mais il est hors de question pour moi de fournir un travail bâclé avec une langue qui n'est pas travaillée, avec des personnages qui n'en sont pas réellement ou qui seraient purement interchangeables. Non, il faut vraiment des. Dans le roman, il faut évidemment des personnages, parce qu'on est toujours à hauteur de personnages. Il faut des scènes, il faut des personnages, c'est ça le roman. Il faut des personnages caractéristiques, presque archétypaux, si vous voulez, pour que ça fonctionne. Il faut une psychologie qui est propre, donc il faut se mettre, en effet. Ben, c'est toute la difficulté de la littérature, et puis euh, tout le talent des grands auteurs dont je ne suis pas, c'est d'arriver à parler à l'universel. Enfin, que voilà, que quiconque ouvre le livre et le lit arrive à se mettre à la place des personnages et trouve qu'il y a, voilà, reconnaît un point de vue, voilà, c'est la difficulté. Et ça, je m'y attache énormément. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je l'écris en 2 fois, enfin en deux époques, si vous voulez. À la vérité, le premier livre que j'ai écrit, sur lequel on reviendra probablement, qui est la biographie de Stephen Hawking, a été écrit enfin, postérieurement au premier. Voilà, ce roman a fait l'objet d'abord d'un premier manuscrit que je n'ai pas pu sortir tout de suite pour des raisons dues au Covid, enfin pour de multiples raisons, mais à la réflexion, il n'était pas achevé. Et donc j'ai écrit ensuite la biographie de Stephen Hawking que j'ai pu publier, puis dans l'intervalle et un peu après, retravaillé ce manuscrit, ce roman, qui était déjà sous la forme romanesque, à peu près enfin, déjà avec les mêmes personnages, et à peu près la même trame, et voilà, mais je l'ai retravaillé, je dirais encore un an en plus. Donc ça m'a pris oui, peut-être 4 5 ans cumulativement, voilà. Mais en tout cas, avec ce souci d'une vraie richesse, en tout cas d'un vrai travail, d'un vrai investissement, et que, encore une fois, que le lecteur en est pour son argent. Voilà. Par rapport justement à cet investissement, j'ai trouvé que le travail documentaire était fascinant parce que finalement, vous arrivez à mettre en lien la réalité, les faits historiques et de l'autre côté une partie romanesque forte. J'ai cru comprendre, en tout cas en lisant, parce que j'ai fait des petites recherches par rapport à certains personnages, beaucoup n'existent pas. Et en même temps, il y a quand même cette trame. J'ai l'impression hein, que certains n'existent pas. On est d'accord hein, que Ah, euh, aucun n'existe. Bah, on est d'accord. proprement parler, aucun n'existe. Voilà. Bah, en tant que Euh, tel, voilà. donc, ce qui me fascine vraiment, c'est finalement comment vous êtes arrivé à avoir cette masse de documentation. Ça, c'est ma première question. Et deuxièmement, pourquoi le choix du roman? Puisque vous aviez une masse historique extrêmement forte, que vous aviez déjà réussi le pari avec Stéphane Eke, qu'est-ce que le roman pouvait vous apporter de plus en imaginant des personnages? Alors, c'est mon ami et éditeur Jean-Pierre Montal qui dit que l'essayiste, alors c'est pas très gentil parce que j'en suis un aussi, voilà, mais c'est vrai, c'est faux, et c'est un peu moqueur, mais c'est juste. Il dit que l'essayiste, enfin voilà, que le romancier tend à l'universel, au métaphysique, et qu'à l'inverse, l'essayiste est un petit peu tout seul dans son coin à trépigner. Voilà, enfin, le roman est la forme ultime du récit, de l'écrit, qu'on le veuille ou non. Il y a la poésie éventuellement, mais je ne suis pas, malheureusement, pas très sensible à la poésie. Enfin, j'adore la poésie, mais je n'ai pas de goût en poésie. Voilà, enfin, j'aime les grands poètes, évidemment, mais je n'ai pas d'assertivité particulière pour distinguer la très grande poésie d'une poésie plus moyenne. Voilà, en revanche, j'ai vraiment le goût du roman, et pour moi, comme je le disais, la forme ultime de l'écrit. Voilà, donc euh,
je ne me croyais pas capable d'écrire un roman, comme il y a peut-être voilà, 15 ans de cela, encore quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent et même encore jeune adulte, je ne me croyais pas capable de cela et j'ai essayé, voilà, en tout cas j'ai été publié. Je ne sais pas s'il est réussi, mais euh, pour moi c'était le but ultime, le but euh, presque inavoué. Alors j'avais ce matériau, comme je vous l'avais dit, je ne euh, globalement tout avait été écrit sous forme d'essai historique ou historico-judiciaire sur la question, donc j'en ai profité. Alors après j'ai toujours été un gros lecteur. Ma formation universitaire de thésard et d'enseignant et la profession d'avocat m'ont appris aussi à travailler beaucoup, que ce soit dans les dossiers ou dans les recherches, à absorber, alors je dis ça sans aucune forme de prétention, hein, bien sûr, mais j'ai été formé à absorber un certain nombre d'informations, une grosse quantité de documents, donc voilà, ça a été, ça n'a pas posé une difficulté particulière pour moi, en dehors, évidemment, d'assimiler toutes ces recherches. Très bien, très bien. Par rapport on va débuter d'entrée de jeu par le début du roman. Ça commence par un procès où Kamel Adjej attend le verdict de son procès donc devant la cour d'assises. Il prend 20 ans de réclusion. Il continue de clamer son innocence malgré des preuves qui paraissent plutôt évidentes. Certains témoignages se retournent. Il y a des preuves qui sont accablantes de prime abord. Vous décidez de rentrer directement dans une cour d'assises dès le début. Alors, il y a différentes époques, il y a différents protagonistes. On parlera tout à l'heure d'Antoine François Ettori, mais d'entrée de jeu, Kamel Adjej, qui m'a beaucoup fait penser évidemment à Omar Haddad. Euh, de qui vous vous êtes inspiré pour créer ces personnages-là alors que finalement vous aviez une matière historique extrêmement dense? Est-ce qu'il y a des influences? Est-ce que vous vous êtes inspiré de faits réels? Aussi, comment c'est formaté cette histoire qu'on pense véritablement réelle? J'ai passé mon temps à chercher si les personnages étaient réels tellement ils paraissaient euh, euh, évident, en fait, évident de réalité. C'est très aimable. Alors, comment dire, c'est un roman historique, hein, donc il est fait état, il faut préciser à l'auditoire, il est fait état de faits historiques précis et réels et datés. Enfin voilà, il y a tous les éléments. Euh, le putsch des généraux, l'assassinat du commissaire Gavoury, alors je ne sais pas si ça dit quelque chose, enfin, le putsch des généraux, oui, probablement, mais enfin, à ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas lu le livre ou qui ne sont pas spécialistes de la guerre d'Algérie, mais enfin, il y a je relate pour les besoins aussi du roman, parce que voilà, c'est pas une facilité, c'est parce qu'il faut aussi à un moment avoir comment dire, des points d'attache, enfin des points Les des repères. prises, voilà, sur l'histoire, tout à fait. Donc il y a, voilà, il y a la bataille de Bab el-Oued, enfin, ce genre de choses, voilà. En revanche, les personnages sont purement fictifs, étant précisé que parce que vous avez, on peut le dévoiler, je pense, une bipartition du récit sur deux époques. Vous avez une partie du récit qui se situe pendant la guerre d'Algérie, donc de 1960 à 1962, puis une autre partie du récit qui se situe à Saint-Étienne entre 1978 et 1980. Voilà, et avec à chaque fois deux personnages. Et un des personnages faisant le lien entre les deux. Voilà, entre les deux époques. Les personnages à Saint-Étienne en 78 que sont Kamel Hadjadj, le principal accusé de l'affaire que vous évoquez au début, et un commissaire de police chargé de la solution de ce crime, sont des personnages purement fictifs. Voilà. Les deux autres personnages de la partie relative à la guerre d'Algérie, qui sont un médecin proche du FLN et un parachutiste déserteur passé à la clandestinité à l'OAS, eux sont des personnages fictifs aussi, mais qui m'ont été inspirés par un ou plusieurs, respectivement, personnages qui ont existé, qui ont écrit leur mémoire. Mais librement, voilà, c'est pas, il y a rien de, tout est évidemment inventé, mais j'ai été inspiré en effet de personnages réels parce que c'était des parcours, je ne vais pas dire banals parce qu'ils n'étaient pas si nombreux que ça, mais finalement des parcours assez archétypaux et assez typiques à l'époque. Est-ce que vous Où avez, il fallait souvent choisir son camp. C'était une époque où voilà, il fallait parfois choisir son camp.
Est-ce que vous avez découvert en écrivant le roman des choses que vous ne connaissiez pas, des aspects de l'histoire qui vous sont apparus en faisant des recherches ou potentiellement même en écrivant et en découvrant quelque chose à travers vos personnages qui ont ensuite découlé vers une découverte ou quelque chose? Alors, énormément, deux choses. Alors, c'est sur le statut des populations indigènes en Algérie, sur le statut, voilà, et sur la question des harkis. J'avoue que j'ai découvert des choses que je pensais savoir et que je n'ai jamais entendues depuis, en fait. J'ai creusé la question, et c'est voilà, des choses que je peux entrer dans le détail si vous voulez, mais j'ai appris ça, oui, tout à fait. Des précisions sur la question. Et puis j'ai dû remettre à plat, si vous voulez, la question coloniale, en fait, parce que voilà, c'est un sujet qui est un peu, qui est complexe, qui est douloureux, qui est très clivé et qui laisse peu de place à la nuance, en fait, et à l'analyse. Et voilà. Même dans le roman, il y a chez l'auteur, je pense, un devoir de vérité. Donc, même si on me donne un point de vue et c'est un récit, il faut quand même rester honnête intellectuellement. Donc, j'ai dû creuser la question et j'ai appris beaucoup de choses, heureusement d'ailleurs. Enfin, voilà, mais... Est-ce que vous êtes, le sujet est extrêmement, parfois la guerre d'Algérie, on appelle ça guerre, événement, peu importe finalement, mais euh, le sujet étant extrêmement clivant, extrêmement sulfureux aussi en France, est-ce que vous vous êtes censuré? Est-ce que vous vous êtes posé des questions au niveau historique, juridique, Ah non, pas par du tout. rapport à ces événements-là? Non, non, je pense que, comment dire, je pense qu'on est encore dans un pays qui a l'intelligence collective de comprendre que la fiction, c'est de la fiction, la littérature, c'est de la littérature. Enfin, ça n'autorise pas tout, bien entendu, mais que voilà, qu'il y a une licence littéraire et que, voilà, il faut écrire pour donner un point de vue. Il faut écrire pour, sinon ça n'a pas de, enfin, écrire pour être dans une moyenne ou dans une norme ou dans l'acceptable, ça n'a, de mon point de vue, pas de sens. Voilà. Non, non, je ne me suis pas du tout censuré, hormis, enfin, je veux dire, je me suis censuré, enfin, je me suis restreint par moi-même et je me suis censuré en fonction de mes exigences propres, mais en aucun cas pour ne pas heurter, ou ne pas m'exposer à une polémique ou satisfaire à des prérequis ou à un conformisme quelconque. Est-ce que l'intention aussi du roman, c'était de faire émerger, on va pas dire une nouvelle vérité, mais en tout cas une nouvelle manière d'aborder ce conflit-là, de rentrer encore plus dans la face cachée de l'histoire, la face un petit peu, en tout cas méconnue par rapport au public français. Est-ce qu'il y avait une intention aussi Oui, de... sur la question de l'OS notamment. Oui, oui, ça avait été assez peu narré en fait. À ma connaissance, je crois qu'il n'y a qu'un seul autre roman, dont j'ai oublié le titre, mais qui parle de la question. Et je crois, un point de vue qui manquait en fait. Voilà. Donc oui, c'était pour vous répondre, il s'agissait aussi de revoir la question de l'OS, en effet, enfin de expliquer parce que c'est finalement quelque chose qu'on connaît assez peu, je trouve. Enfin voilà, je pense que collectivement. Et tout à l'heure, sur les éléments historiques, vous parliez du putsch des généraux, notamment, mais on parle aussi de Joe Ortiz, le fondateur du Front National dans le roman. Donc ce n'est pas Jean-Marie Le Pen qui a fondé le Front National, pour le coup. Non, non, c'est pas le même Front National, je pense, hein. Comment? C'est pas le même Front National, je pense. Oui, non, bien sûr, Oui, non, oui. bien sûr, bien sûr. Mais ça fait partie aussi de la trame de fond qui permet d'éclairer aussi clairement le roman. Cette part d'histoire-là, comment vous avez géré les éléments fictifs et les éléments réels? Est-ce que vous avez essayé de trouver un équilibre aussi entre les deux? En général ou sur la question? Euh, alors, dans les romans historiques ou dans les romans inspirés de faits réels assez connus, il n'est pas possible globalement d'être dans la pure fiction. Ça ne marche pas. Donc, vous êtes bien obligé de dire à un moment, enfin, faire référence à des personnages réels. C'est automatique. Ou alors, sauf à faire un roman à clé, si vous voulez, mais même dans ce cas-là. Donc, j'ai cité nommément des personnes, j'ai visé des personnes quand il n'était pas possible de les nommer autrement. Voilà. À raison de leur importance historique. Et donc, j'ai romancé tout ce que je pouvais en m'inspirant de faits réels, mais évidemment, comme je le disais d'ailleurs un peu plus tôt, il y a des éléments, il y a des références à des faits historiques authentiques et à des personnages qui ont existé. Des personnages publics qui ont existé, tout à fait.
Puis il y a des moments charnières, des moments clés dans le roman, notamment lorsque pour la première fois en Algérie, des Français tirent sur des Français, ce qui conduit ensuite De Gaulle à évoquer ce droit à l'autodétermination. Est-ce que vous pouvez expliquer justement ce passage-là? Parce qu'on a l'impression qu'il y a des moments clés de cette guerre, des moments clés qui font tout basculer. Ce passage-là, il est à mon sens extrêmement important. Alors oui, c'est ce qu'on appelle la semaine des barricades qui a lieu en janvier 1960. Donc comme chacun sait probablement, De Gaulle revient au pouvoir en 1958 dans des conditions un peu particulières quand même, avec le départ. Enfin bon, bref, voilà. Euh, il prononce en 59, je crois, la fameuse phrase "Je vous ai compris" dans une foule à Mostaganem. Euh, les populations européennes d'Algérie et les populations indigènes favorables à la présence française considèrent que je vous ai compris, c'est que voilà, que la suite de la citation et du discours, c'est il n'y a qu'une seule sorte de Français, etc., etc. Euh, les partisans de l'Algérie française considèrent que c'est une réassurance que donne le général de Gaulle sur le maintien de la France. Et puis, soit c'est un coup de billard à trois bandes de Gaulle qui avait ce dessin dès le départ, soit il l'a décidé plus tard. Tout naturellement, il se dirige vers une indépendance de l'Algérie parce que c'est la seule solution, de son point de vue, et le point de vue assez unanime d'ailleurs. Euh, Son obsession étant de doter la France de l'arme nucléaire, hein, qui seule lui permettra de maintenir son rang et notamment en contrepartie de l'indépendance, d'utiliser la base de Reagan, l'arrière-pays saharien, en tant que lieu où peut tester la bombe, l'arme nucléaire. Et donc, très vite, la population locale comprend qu'il y aura un référendum sur l'autodétermination, que les rapports de force sont tels que eh bien, que le peuple algérien se prononcera pour son indépendance. Et donc, s'en suivent des manifestations qui dégénèrent en barricades. Et puis, c'est la semaine des barricades. Vous avez des morts de part et d'autre. Les Français tirent sur des Français, notamment des manifestants tirent sur des policiers et réciproquement. Voilà, et c'est le début, là, c'est le début de l'histoire de mon roman qui commence à peu près là. Euh, voilà, et en fait, c'est le début de la fin de l'Algérie française. Donc c'est le début de la fin, à tous égards, du point de vue de ce roman. Voilà. Et le deuxième épisode également, il y en a beaucoup des épisodes qui déclenchent quelque chose finalement, mais l'autre épisode que je ne connaissais pas, c'est l'épisode de Sétif, où un policier tue un jeune musulman avec un drapeau algérien, où ensuite s'ensuit évidemment beaucoup de décès européens, qui ensuite déclenchent d'autres tueries dans l'autre sens. On a l'impression Mhm. que c'est une escalade de violence, une escalade de vengeance. Euh, Est-ce que vous pouvez peut-être aussi expliquer cet épisode-là qui a aussi une importance fondamentale? Oui, c'est dans deux endroits différents. C'est les épisodes de Sétif et Guelma qui ont eu lieu le 8 mai 1945. Donc la France en Algérie célèbre la victoire de 8 mai 1945. Et alors, je ne sais plus exactement, si vous me prenez un peu de voler, mais en fait, euh, il était convenu enfin en tout cas, voilà, la condition et un manifestant arabe brandit un drapeau de l'Algérie qui n'existe pas, enfin voilà, un drapeau indépendantiste. Alors, je sais, vous dites qu'un policier tire dessus, je crois que c'est ça. Enfin, Ouais, c'est ça. À je Sétif, un saurais policier plus. tira sur un jeune musulman tenant un drapeau de l'Algérie et le tua. Oui, c'est ça, voilà. Alors, bon, évidemment, tout ça s'embrase. Des indigènes, des Arabes Plus de tuent 100 des morts, Européens, et là, en représailles, comment? Oui. à peu près Et 100 là, en morts. représailles, ouais, et là, et en représailles, des, entre guillemets, milices pieds noirs euh, ripostent et commettent un fatal massacre qui s'élève à plusieurs milliers de morts, je crois, de mémoire. Pas Et, loin et- de ce je crois, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. et l'autre chose que je découvre grâce à votre roman, ce sont les commandos Delta.
également les escadrons de la mort de l'OAS, notamment avec certains pieds noirs à l'intérieur. C'est multiple, hein, il n'y a pas que des pieds noirs, mais je connaissais pas forcément cette histoire-là. En quoi c'était des commandos extrêmement finalement puissants, puisque Antoine François Ettori, le personnage de fiction, entre aussi là-dedans. Euh, Comment vous pouviez les définir? Alors l'OS est assez tardif, hein, l'OS. Hein, c'est fondé assez tard. Enfin, dans la guerre d'Algérie, euh, on les a décrits comme des soldats perdus, en fait. Vraiment, c'est parce que et pour faire le lien avec ce que j'ai dit précédemment, avec les questions qu'on abordait précédemment, ce sont des gens qui naissent, enfin voilà, qui passent à l'action violente et clandestine après le putsch des généraux, et globalement quand ils se rendent compte que, enfin, un peu, non pas forcément après le putsch des généraux, enfin, à l'époque, en tout cas concomitamment, et quand ils se rendent compte que l'Algérie sera perdue. Donc, ce sont des gens euh, souvent complètement désespérés, enfin voilà, enfin, je dirais forcenés plus que désespérés, mais enfin voilà. Et donc l'OAS avait une structure politique, plusieurs structures politiques, une structure administrative et puis une structure opérationnelle qu'on appelait les commandos Delta. Alors Delta, on dit que c'est D, Delta comme D étant la première lettre du nom de Roger de Gueldre, je ne sais pas si ça vous parle, qui était le chef des Deltas et qui a été exécuté d'ailleurs, qui a été condamné à mort et exécuté. Et donc alors l'OS globalement c'était à Alger et à Oran et à Constantine un peu, mais voilà. Donc c'était au sein de chaque secteur d'Alger et d'Oran, il y avait une espèce d'organigramme avec des commandos. Alors Delta, ça vise à la fois le commando en tant que tel, la structure, et les membres du commando qui sont les Delta, voilà. Enfin, qui étaient les Delta, et donc ce sont oui, bah, des tueurs, des sicaires, en fait, des escadrons de la mort. Les gens qui étaient chargés de mettre en œuvre les exécutions, les attentats. Décidé par la branche, entre guillemets, politique de l'organisation, contre toutes sortes d'ennemis ou réputés comme tels. Voilà, militants FLN, porteurs de valises, français, journalistes, enfin voilà. Évidemment, des abus et des exactions, enfin voilà, plus par ailleurs, des abus et des exactions dans tous les sens, évidemment. Et puis on a d'un côté le sous-lieutenant Antoine François Ettori, pas Oui. Ferrari, Alors, je sais pas comment il est, non, c'est pas François, c'est Antoine Ettori, Antoine. Donc, il y a Antoine, deux pardon. François. Oui. Antoine Ettori, Ouais. qui est en Algérie depuis 4 ans, qui a participé justement à la pacification en tant que parachutiste. Il y a beaucoup de choses à travers lui, puisque c'est un fumeur invétéré qui a été maquisard, qui est corse, évidemment, pendant l'occupation, puis qui s'est engagé volontaire dans la 10e division d'infanterie motorisée. Et ensuite, il a été un temps aussi, je crois, représentant dans une maison de spiritueux à Marseille. Il y a quand même beaucoup de choses à travers lui. Qu'est-ce qu'il y a derrière cet individu que vous vouliez décrire en tant que personnage, on va pas dire principal, mais presque, finalement, toute la quête se fait à travers lui. En tout cas, on voit son parcours et ses dérives parfois, bien entendu. Et on a l'impression que c'est un personnage important pour vous. Je pense que c'est le personnage le plus intéressant, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je pense que c'est le personnage le plus complexe psychologiquement et le plus intéressant. Et il est, à certains égards, assez typique d'un parcours. Alors, il n'existe pas, hein, je me suis inspiré de plusieurs parcours, de plusieurs récits, enfin, mais j'ai même à certains égards complètement inventé sa vie, mais il est assez archétypique. Alors, il est corse, il y a eu beaucoup de Corses dans l'Algérie française, faut bien le dire. La Corse étant. Ça, je suis d'origine corse, hein, donc je suis. Voilà, mets pas en cause mes amis corses, mes compatriotes, voilà. Mais force est de constater qu'il y a eu beaucoup de Corses dans l'Algérie française, et notamment la Corse, qui était à l'époque un seul département avant la dite départementalisation. La Corse était le seul département qui avait voté contre la dépendance de l'Algérie dans le référendum sur l'autodétermination. Et beaucoup de Corses dans l'Algérie française. Un certain nombre de membres de l'OS, pas tous évidemment, mais enfin les déserteurs en tout cas, étaient souvent issus de ce même parcours. Alors, souvent, bon, déserteurs légionnaires, souvent, et puis issus de ce même parcours que mon personnage,
militaire du rang par définition, avait fait, avait fait l'Indochine et parfois même la Seconde Guerre mondiale, soit dans les maquis, soit un peu plus tard, vers 45 par exemple, dans les engagés volontaires. Donc c'est un parcours c'est ça qui est assez intéressant parce que c'est quand même des gens qui passent de la résistance à l'Allemagne, contre l'Allemagne, aux nazis, contre le nazisme, à l'Algérie française, parfois même à la torture, tout ça avec une sorte de continuum qui est l'engagement, quoi. Le patriotisme, voilà. C'est assez curieux et ce qui est assez intéressant, je trouve. Voilà. C'est un personnage, c'est le personnage le plus complexe, je dirais. Voilà. J'espère que la complexité, la noirceur de ses motivations ont été correctement restituées dans le récit. Mais, L'autre personnage qui est aussi, alors je ne sais pas s'il est complexe, mais en tout cas il est mystérieux, c'est ce docteur Robert Faiblard. Alors il porte bien son nom aussi, c'est intéressant comme nom, je ne sais pas s'il y a une histoire derrière. Euh, pour le coup, qui porte des valises pour le FLN. Alors on comprend évidemment que c'est le mort de l'histoire, on ne dévoile rien de particulier là pour le coup, puisqu'on le sait assez rapidement. Ce médecin qui a été assassiné plutôt violemment, pour le coup. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce docteur? Vous aviez envie de vous venger d'une quelconque prescription médicale mal indiquée? Non, non, alors non, il est mort pour les besoins du récit, policier, entre guillemets. Enfin, c'est pas polar du tout, hein. Le roman n'est pas un polar du tout. Il n'y a pas les codes du polar, voilà, il y a une énigme judiciaire, mais qui est pour les besoins de la narration, donc c'est pas un policier, il n'y a pas les codes du polar. Euh, le médecin meurt, on peut le révéler, il n'y a pas, comme vous dites, il n'y a pas de difficulté, c'est qu'en fait, sa mort. Alors tout ça n'est pas chronologique parce que les deux récits s'entrelacent, mais sa mort est le point de départ de la seconde partie du récit qui se déroule à partir de 78, 76, enfin de l'année 70 à Saint-Étienne. Donc il meurt pour les besoins pour le coup pas de la cause, mais pour les besoins du roman. Voilà, donc il y a pas donc je me venge pas de lui, je le fais mourir le pauvre, mais pour la suite, quoi, pour les besoins du récit. Et lui aussi, il est assez archétypal aussi, peut-être moins que les gens de l'OS, mais il a correspondu à un profil aussi. Ouais, euh, encore que, non, je pense qu'il était même plus nombreux que les gens qui sont passés à la clandestinité côté OS. C'était un certain nombre il y avait un certain nombre de personnes de gauche alors, un qui est très célèbre, c'est Francis Janson, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est un littérateur aussi. Francis Janson, qui avait écrit, qui avait été fondateur du réseau Janson, hein, qui était un réseau de porteurs de valises, donc de Français favorables au FLN et qui avaient été complices du FLN, enfin qui avaient apporté leur soutien généralement logistique au FLN, et c'était des gens euh, anticoloniaux, viscéraux, si vous voulez. Euh, il y avait à l'époque, alors vous savez que probablement que le plus gros de la guerre d'Algérie et la période la plus, comment dire, la plus meurtrière a été faite sous l'empire de la SFI, enfin sous le mandat de la SFIO, sous le gouvernement de la SFIO, de 54 à 58. Après, De Gaulle a plutôt décolonisé, enfin même décolonisé. Donc, vous aviez dans cette, voilà, enfin, il y avait une gauche, si vous voulez, qui était quand même très, pas coloniale, mais enfin voilà, en tout cas très républicaine, très partisane de l'ordre. Et puis vous aviez traditionnellement aussi en parallèle une gauche très anticoloniale. Voilà, donc alors il y avait les communistes aussi, le Parti communiste, qui avait une attitude lui plus ambiguë, voilà, qui était, comment dire, par pente naturelle favorable au FLN, enfin en tout cas à la décolonisation des Algériens, mais qui, par enfin, se défiait quand même de toute forme de nationalisme, se défiait du Parti communiste algérien aussi, et ne voulait surtout pas, dans une époque qui était quand même charnière, 56, 62, ne voulait surtout pas, pour des raisons de politique intérieure et de relations internationales, risquer d'être interdit en France, parce que tout ce qui était, alors, on n'a peut-être pas la mémoire, mais c'était une période de la guerre d'Algérie. De dramaturgie et d'intensité politique extrême avec des lois d'exception, un état d'urgence, etc., etc. Donc voilà, c'était très tendu. Donc le Parti communiste n'a jamais été, à proprement parler, et collectivement, en tout cas, anticolonial, enfin, ou pour la défense de l'Algérie. Mais vous aviez au sein
de la mouvance, je dirais, communiste et d'une certaine gauche, gauche humaniste, voilà, euh, tout un mouvement anticolonial, souvent chrétien d'ailleurs, parfois aussi, enfin, voilà, avec des gens qui bah, étaient ouvertement pour l'indépendance de l'Algérie, la décolonisation en tout cas, jusqu'à parfois prêter leur concours euh, au FLN. Encore une fois, souvent par de la logistique. D'où l'expression porteur de valise, hein, qui a fait Flores, hein, qui est pratiquement tombé dans la langue commune et qui désignait bah, ceux qui portaient des valises généralement de fond, voilà, pour la cause. Alors, on va prendre une petite photo de groupe avant que vous nous lisiez un premier extrait, Frédéric. Voilà, préparez-vous pour la photo de groupe. Et c'est bon, parfait. C'est à vous, Frédéric, pour le premier extrait. Alors, je commence. Là, je vous parle du docteur Faiblard, justement, le porteur de valise, qui est un médecin, qui est un fils de bourgeois, qui a environ 35 ans. Quand il arrive dans le récit, il a 35 ans à peu près. Il est médecin, donc. Il est bourgeois, fils d'un banquier de métropole. Et voilà ce que j'écris à propos de lui. Il admirait sans limite Bernanos, l'auteur, pas l'homme. Faiblard s'était senti honteux d'avoir dévoré le Gilles de Drieux de La Rochelle, qu'il tenait pour le dernier des fumiers. La mort qu'il s'était donnée était la seule issue pour cette ordure fasciste. Mais Faiblard avait bien dû admettre que l'Aurélien du Grand Aragon, le poète des poètes, le compagnon de route du PCF, n'était qu'une pâle imitation du chef-d'œuvre de Drieux. Tout cela importait cependant peu, ces auteurs contre-révolutionnaires étant tous décédés et ne constituant qu'un reliquat du monde ancien, celui d'avant le triomphe inéluctable du socialisme. Certains romanciers de gauche n'avaient d'ailleurs rien à leur envier. Vallès, Dorgelès, Barbus. Ils considéraient par exemple le feu comme l'un des plus beaux récits de guerre. Et puis les plus grands poètes étaient tous de gauche. Aragon, Éluard, Char, Ponge, Guilvic. Sans parler des peintres, des intellectuels, aussi des hommes de progrès. Robert Faiblard avait lui-même tenté d'écrire. Comme tous les bons élèves de la haute, il avait d'abord cru que l'on pouvait devenir écrivain, pardon, comme on résout une équation, comme on apprend l'histoire de France, ou l'on récite une formule chimique. Qu'il y avait un type de méthode que tout honnête homme, par surcroît amateur de littérature, pouvait reproduire. Il avait alors rédigé une sorte de roman initiatique qu'il avait fait lire à son entourage. Hélas, le résultat avait été catastrophique. Toute la confiance et les certitudes que son extraction lui conférait habituellement s'étaient au contraire retournées contre lui, dans cet art ultime et viril que constitue le duel contre la page vide, et donc contre soi-même. On n'écrit pas sans qu'une béance soit à refermer ou un trop-plein à écréter. Faiblard s'était voulu profond, il avait été banal. Il s'était cru intelligent, il avait été sentencieux. Il s'était senti esthète, il était demeuré lourd. Car si le faussaire ou le charmeur peuvent tromper par la musicalité de leur langue, tenter à l'écrit pareille entreprise est insensé. Avoir la pression d'une vérité est une chose, la saisir pleinement en est une autre. Mais surtout la restituer en est une troisième, et la pratiquer une quatrième, bien qu'il s'agisse là d'un autre débat. La littérature, comme la vie, fige en quelque sorte les authentiques hiérarchies. Merci, Frédéric. On n'a pas encore parlé finalement de votre nom de plume. Vous me disiez tout à l'heure que c'était un nom de plume. Pour quelle raison vous avez voulu tout simplement séparer les deux, alors la casquette peut-être d'avocat et de l'autre côté l'auteur, mais pour quelle raison? Est-ce qu'il y a des raisons juridiques? Est-ce qu'il y a des questions de séparation de l'œuvre de l'artiste? Les deux, exactement, oui. Alors, c'est tout ça à la fois. Je crois que c'est la seule solution qui va, enfin, qui valait à la limite, à la vérité. Comment dire, d'abord, euh, on n'est jamais à l'abri d'un scandale. Enfin voilà, je ne voulais pas voilà, je sais pas comment dire, un scandale ou un accident, une mauvaise publicité dans un domaine affecte l'autre. Enfin voilà. Ensuite, comment dire, je ne voulais pas. Euh, car le premier livre que j'ai publié était relatif à un avocat et écrivain. J'avais fait la biographie d'un Stephen Eke qui est un avocat, qui était un avocat, un écrivain. Je ne voulais pas passer pour un avocat qui écrit sur un avocat, comme voilà, dans une sorte de loisir, si vous voulez. Je voulais
J'avais une vocation, voilà, une prétention entre guillemets littéraire, et je voulais pas que ça fasse ça. Et puis, oui, il s'agit de distinguer clairement aussi, alors même si je ne suis pas schizophrène, je ne suis pas fou, et que je suis seul dans ma tête, distinguer le professionnel du littérateur, quoi, parce que voilà, c'est écrivain, c'est un rapport au monde. Et avocat aussi, c'est pas le même d'ailleurs forcément, mais voilà. Donc il fallait deux têtes entre guillemets. Voilà, il fallait un écrivain avec un nom propre, et puis l'avocat avec son nom à lui. Voilà. Très bien. Alors j'aimerais qu'on parle du titre aussi parce que je trouve que le titre il est vraiment très beau et il dit beaucoup de choses en réalité en filigrane dans les plis du drapeau. Ce drapeau qui est finalement si important, en tout cas à l'époque pour la guerre d'Algérie, aujourd'hui il est peut-être un petit peu moins important pour le coup. Mais à l'époque c'était quand même véritablement un domaine extrêmement sensible. Aujourd'hui, on est davantage sur la fameuse identité nationale. Euh, Qu'est-ce que vous vouliez insérer, qu'est-ce que vous vouliez métaphoriquement dire par dans les plis du drapeau? Alors je peux pas vous bah, parce que vous avez comme vous avez vu Certes, l'explication est en texte, certes. plutôt vers la fin. Voilà, c'est bah, je pense que les gens les gens auront la préscience de la signification sans avoir lu le bouquin et trouveront, je pense, la, la solution dans le bouquin. Voilà, c'est certain, se sont blottis dans les plis du drapeau. C'est-à-dire, voilà, ça veut dire que, à la vérité, c'était une. Mais je suis pas certain, donc je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'était une formule, je crois, mais j'en suis pas certain. Je sais pas si elle est apocryphe ou pas, de Tixier-Vinancourt, un des grands avocats de l'OS, notamment de Salan, qui avait dit que les gens de l'OS étaient, voilà, pour expliquer leurs dérives, si vous voulez, c'était blottis ou enveloppés dans les plis de drapeau. Voilà. Et Très puis le bien. titre est magnifique, en effet. Ouais. Donc, ne serait-ce que pour la beauté, mais la signification se retrouve dans le bouquin. Voilà, il y a la solution dans le livre. Tout à l'heure, vous parliez de Stéphane Il Eck, faut pas qu'il y ait de distorsion faut pas qu'il y ait de distorsion, c'est l'honnêteté aussi à laquelle je suis très attaché. Il faut pas qu'il y ait de distorsion entre le titre et le contenu. bien sûr. Tout à l'heure, vous Le parliez titre de, étant la vitrine du coup. oui. Tout à l'heure, vous parliez de Stéphane Eck. Euh, Oui. Justement, c'est un livre qui m'a aussi marqué parce que vous en parlez extrêmement bien, mais c'est aussi le personnage de fiction, il me semble, que vous avez choisi, dans lequel vous incarnez pendant 24 heures. C'est une question récurrente que je pose à chaque auteur. Est-ce que c'est bien lui et est-ce que vous auriez changé son destin? Alors non, alors, j'ai pas compris. Moi, je pensais qu'il fallait parler il fallait évoquer un auteur Oui, alors et c'est lui que vous avez choisi, pardon. Autant voilà. Et alors, le personnage de fiction, c'en est un autre. très Donc, bien. alors, on commence par. Alors, je sais par Eh quoi bien, on commençons commence. par par l'auteur méconnu alors. L'auteur méconnu, alors c'est Stéphane Eckey. Bon, genre ça tombe bien parce que plus il est méconnu parce que j'ai écrit une biographie sur lui. Stephen Eke, qui est né en 1919 et qui est décédé en 1960 à l'âge donc de 40 ans à peine, et quelques semaines, qui était un avocat et écrivain, qui était affublé malheureusement, qui était affecté de la même maladie, la même malformation cardiaque que Boris Vian, et qui est mort la même année, au même âge de cette même maladie, que d'une cardiomyopathie, en fait une insuffisance cardiaque comme on disait autrefois, qui avait appris d'abord cette malformation à l'âge de 25 ans à peu près, et donc qui a su très très tôt que son espérance de vie serait amputée, une époque où la médecine n'était pas aussi performante, et qui en a dès lors, qui a vraiment considéré dès lors qu'il lui fallait vivre deux ou trois vies euh, en même temps, d'une seule en fait, et qui s'est alors paradoxalement tué à la tâche, si vous voulez, a, par son souffle de vie, s'est donné plus ou moins la mort, enfin, c'est pas donné la mort parce qu'il est mort naturellement de cette maladie, mais c'est plus ou moins accéléré, si vous voulez, sa mort par un souffle de vie, comme dans un paradoxe ultime. Et c'était un type qui de 1946 à 1960 a était avocat et un grand avocat, il a été premier secrétaire de la conférence. Il a plaidé de très nombreuses fois à la cour d'assises, devant la cour de justice enfin, devant les cours de justice,
Et il a été l'avocat notamment de Joseph Damiani, qui était connu sous le nom de José Giovanni, le fameux romancier, l'auteur de Polar, et qui est devenu ensuite célèbre scénariste et cinéaste, dont il avait obtenu, qui avait été condamné à mort, à la fois pour des faits de droit commun et de collaboration, et dont il avait obtenu la grâce auprès du président Vincent Auriol. Donc il lui avait sauvé la tête, hein. Euh, Giovanni avait été libéré une dizaine d'années plus tard, et il était devenu le romancier, le scénariste et le cinéaste que l'on connaît. Donc Stephen Ecke, qui a une véritable et authentique activité d'avocat, euh, pas forcément florissante parce qu'il ne sélectionnait pas sa clientèle, il prenait un peu le tout venant, c'était un peu l'avocat des pauvres, comme Céline était le médecin des pauvres, mais qui avait une activité tout à fait foisonnante en tant qu'avocat, et qui, par ailleurs, a écrit 14 livres, je crois, ou 11, ouais, 14, je crois, 13 livres, voilà, 13 livres, dont la plupart sont épuisés, qui sont assez inégaux, il faut bien le dire, mais de très bons livres par ailleurs. Enfin, certains étaient très bons, sont encore très bons même. Euh, et je crois pas loin de 2000 articles. Voilà, donc, et en plus d'une vie mondaine tout à fait foisonnante, puisqu'il était, voilà, il était très connu de tout Paris, sortait, voilà, plus des critiques littéraires, etc., etc. C'était un type qui était assez connu au palais, qui avait des fulgurances, qui était une espèce d'ange noir, de feu follet, voilà, qui plaidait extrêmement bien, qui était d'une férocité terrible, qui avait sa part d'ombre aussi, puisqu'il était passé. Alors, il n'avait pas été collaborationniste, hein, mais il était passé quand même. Il avait travaillé à la préfecture de Versailles pendant l'occupation. Il était fonctionnaire, enfin directeur de. Membre du cabinet, pas directeur du cabinet, d'ailleurs, membre du cabinet du préfet de Versailles, donc il n'a jamais été inquiété pour des faits de collaboration parce qu'il n'était pas au moment par parler collaborationniste, mais ça lui a quand même valu légitimement des inimitiés au palais, évidemment, et une réputation fort droitière. Voilà. Et il était, par ailleurs, homosexuel à une époque où c'était au sens strict scandaleux. Voilà, où c'était, et il le cachait d'ailleurs, hein, puisque même dans ses écrits, à de rares exceptions, mais enfin, ça ne transparaît pas. Donc c'était voilà, quelqu'un à la fois très intégré professionnellement, socialement et littérairement. Alors, par ailleurs, il était très proche des Hussards, c'était un des meilleurs amis de Roger Nimier. Voilà, donc il était à la fois très inséré socialement et professionnellement, et à la fois très sulfureux. Voilà. Et puis il a eu un destin assez, assez unique. Voilà, donc j'invite tous nos éditeurs à le lire. Voilà. On peut encore trouver certains de ces livres qui ont été réédités ou qui ne sont pas entièrement épuisés sur les étals de brocanteurs ou sur des sites spécialisés. Très bien. Est-ce que tout à l'heure vous parliez de documentation, est-ce que vous avez aussi lu des romanciers, que ce soit qui ont écrit sur la guerre d'Algérie, que ce soit Assia Djebar, que ce soit Camus, que ce soit peut-être récemment Mathieu Bellesi ou Benjamin Stora, bref, est-ce que vous avez lu ces auteurs-là aussi qui parlaient de guerre d'Algérie ou au contraire, vous êtes resté uniquement sur la documentation historique pour vous éviter d'être influencé par les romanciers? Alors, qu'est-ce que j'ai lu sur la guerre d'Algérie? J'ai lu. Alors, il y a plus de films en fait. J'ai vu plus de films que je n'ai lu de livres. J'avais lu Les Poneys Sauvages. Oui, j'avais lu Camus, bien sûr, Les Poneys Sauvages. Alors, les autres, je ne connais pas. Ceux que vous citez, j'avoue que je ne connais pas. Voilà. D'accord. Je ne les ai pas lus à plus de raison. Mais Et l'autre question, justement, c'était donc ce personnage de fiction. Du coup, ça m'intéresse. Je suis curieux de savoir qui vous aviez choisi. alors, c'est Sherman McCoy. Alors là, on passe dans un tout autre domaine. Alors, voilà, je ne sais pas si on va pouvoir se. Bon, c'est sympathique aussi de faire des digressions, des incises et puis des sauts. Voilà, c'est Sherman McCoy, le héros du Bûcher des Vanités. Vous savez pourquoi? Parce que ce matin, j'ai été enfin, non, pas enfin, témoin d'un accident de la circulation, pas très grave, hein, mais j'étais dans le 16e arrondissement en voiture et un cycliste, sans gravité, vous inquiétez pas, était renversé. Et alors, parce que je me posais enfin, vous m'aviez posé la question par mail, je trouvais pas de solution. Enfin, voilà, ça tournoyait un petit peu et l'accident est survenu. Je dis ça, encore une fois, le cycliste n'a rien. Et ça a fait tilt, voilà. Donc c'est Sherman McCoy, le héros principal du Bûcher des Vanités. Est-ce que vous voulez que je rappelle ce qu'est le Bûcher des Vanités? Vous Un pouvez. immense roman, alors qui est adapté au cinéma par De Palma avec
Tom Hanks, mais qui était sorti, qui était en 1987, un roman de Tom Wolfe. Alors, j'aime bien le personnage Tom Wolfe, alors pas forcément, enfin, comment dire, alors déjà, j'adore la littérature américaine. Je n'ai aucune, comment dire, aucun tropisme américain ou anglo-saxon de manière générale. Je n'aime pas spécialement le cinéma américain, mais j'adore la littérature américaine, donc parmi d'autres littératures, bien sûr, hein, la française, la russe, etc. Mais beaucoup l'italienne, mais beaucoup la littérature américaine parce qu'elle est souvent à l'image du pays. Alors d'abord, souvent, ce qui n'est pas le cas de Tom Wolfe, mais souvent les acteurs américains sont une forme de, sont toujours à la marge. Enfin, voilà, plus ou moins. Et après, il y a des acteurs qui ont connu, voilà, qui ont connu le succès, qui étaient fort intégrés. Mais il y a un côté vrai écrivain, si vous voulez, écrivain parfois maudit chez les Américains. Ensuite, leur littérature est souvent à l'image du pays. C'est quelque chose d'assez massif, grand, enfin voilà, imposant. Voilà, le bûcher des vanités doit comporter quelques 700 ou 800 pages, avec une foison de personnages. Il y a toujours un souffle, voilà. J'aime beaucoup ça. Et c'est l'histoire, cela narre en quelque sorte, mais de façon très métaphysique et extrêmement fine, extrêmement drôle, et à la fois très puissante, la chute d'un Golden Boy, Sherman McCoy, donc qui est trader dans une banque, alors qui est l'incarnation de ce qu'on appelle le Knickerbocker à Londres, du WASP, à Londres, à New York, pardon, euh, du WASP new-yorkais. C'est-à-dire que vous avez New York est une ville très cosmopolite. Vous avez des Italo-Américains, vous avez des Juifs, vous avez des Noirs, vous avez des Portoricains, et vous avez des WASP aussi, mais qui sont une minorité en fait, plus ou moins, et qui sont la vraie aristocratie. Bah, par exemple, à certains égards, Monsieur Trump en fait partie, par exemple, voilà, qui sont une espèce de, alors, pour le coup, c'est pas l'aristocratie forcément, mais qui sont une espèce d'aristocratie qui tiennent la ville plus ou moins et qui sont donc banquiers d'affaires, etc., etc., qui habitent à Central Park. Et donc lui, c'est l'incarnation du fils à papa, voilà, le Golden Boy à qui tout réussit, qui a l'appartement avec la vue sur Central Park. Et un soir, il va chercher sa maîtresse à l'aéroport lequel, de New York, là, qui rentre de vacances. Il va chercher sa maîtresse, et puis ils sont tous les deux dans son cabriolet, et il rate une sortie d'autoroute, et il se retrouve dans le Bronx. Donc voilà, le Bronx dans les années 80, c'est ce quartier du nord de New York, extrêmement déshérité, un peu malfamé, très pauvre, etc. Et ils sont à un moment, donc ils ont un peu peur, parce qu'évidemment, ils sortent de leur zone de confort, voilà, c'est mal éclairé, ils sont perdus, ils connaissent pas. Et à un moment, comme un fait exprès ou pas, il y a un énorme pneu qui obstrue la route. Donc ils sont bloqués, ils ont peur, et puis une grosse roue, enfin voilà. Et puis, bon, bah, il faut bien l'enlever pour pouvoir passer. Donc Sherman descend, et puis il voit deux jeunes, je sais plus très bien, enfin deux ou trois jeunes noirs qui arrivent, qui leur proposent de les aider. Ils ont peur que ce soit un guet-apens. Euh, ils paniquent, finalement, sa maîtresse prend le volant, ils montent dans la voiture et ils repartent en trombe et puis ils percutent quelque chose. Alors on ne sait pas. Et c'est là que c'est très très bien fait, que c'est magnifique, parce que même à la fin, on ne sait pas. On ne sait pas vraiment si ce qui est percuté, quelle était l'intention de ces jeunes gens, ce qui sont percutés, mais après, on apprend par la presse qu'un jeune noir, sans qu'on puisse avec certitude, mais on comprend, enfin, on apprend dans la presse après, quelques jours après, qu'un jeune noir a été renversé et laissé pour mort dans, euh, dans un quartier, enfin, dans le Bronx, voilà. Et donc, on rattache évidemment cet événement au récit qui est fait de l'escapade de McCoy. Et puis, tout le roman raconte l'enquête et puis parce qu'évidemment, c'était. Enfin, donc le jeune noir est dans le coma, voilà. Évidemment, tout ça est très politique. La question raciale est extrêmement éruptive aux États-Unis et à New York. Chacun joue son rôle. Un pasteur. Alors des poursuites sont engagées. McCoy est confondu. Des poursuites sont engagées. Vous avez tous les archétypes de la société américaine. Voilà, et c'est un roman qui est fabuleux. Et ça raconte en fait, alors, excuse-moi pour ces préliminaires un peu, explications un peu longues, mais qui raconte en fait la déchéance de ce type qui est. Alors évidemment, sa femme apprend qu'il a une maîtresse, il est viré de sa boîte, etc. etc. Et voilà. Donc, et puis la fin, alors, on ne peut pas dévoiler la fin, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous voyez
son arrêt pendant 700 pages, et de façon très bien, et narré pendant 700 pages la déchéance de ce garçon, la vindicte qu'il subit. Et en fait, on se rend compte que, ben, et ça c'est quelque chose à laquelle je suis très attaché, on se rend compte que cette adversité totalement inattendue et extrême le transforme en fait et qui va vers une sorte de joie, de joie au sens de Spinoza, vous voyez ce que je veux dire, ou des stoïciens, c'est-à-dire dire que finalement, il se rend compte que bah, le dévoilement qui a suivi, toutes les difficultés extrêmes qui suivent ce fait divers et la vindicte qu'il subit, dévoile toute la vanité de son existence, en fait. Et puis finalement, il reprend, et d'ailleurs la fin est extrêmement ambiguë, mais c'est là que c'est un grand roman, parce que le roman, c'est le lieu de l'irrésolu. Il reprend donc on ne sait pas s'il a quitté à la fin ou s'il poursuit, on ne sait jamais, mais en tout cas, il renaît en faisant face en faisant face, oui, à son procès, si vous voulez, en étant dans le vrai pour une fois, alors que dans le début, il était dans le faux, dans la tromperie, dans la tricherie. Là, il renaît à lui-même en quelque sorte, dans cette adversité. Voilà. Merci, merci pour ce résumé. Très grande morale et très grand roman. Avant que vous nous lisiez un deuxième extrait, Frédéric, est-ce que vous avez déjà autre chose en tête pour l'avenir? Un projet de roman, de revenir sur le récit, sur une biographie? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Est-ce que ça vous a donné appétit aussi à continuer le chemin Oui, alors là, romanesque? j'écris un troisième. Là, je suis en train d'écrire un roman. Là, j'écris un autre roman. Donc, je ne peux pas tellement vous dévoiler parce que je ne sais pas si ça va aboutir, mais j'écris encore un roman. Et je n'exclus pas de faire une suite au Pli du Drapeau, parce que j'ai découvert des choses, des événements authentiques, euh, euh, qui étaient assez peu connus à la suite de ces événements, qui pourraient permettre un prolongement et une suite, alors qui ne serait pas une suite avec les mêmes personnages, mais quelque chose qui pourrait s'insérer dans une trilogie, par exemple. Enfin, voilà, comme c'est un peu comme certains auteurs font, par exemple. Quelque chose qui aurait une parenté avec le pli du drapeau, voilà, sans être réellement la suite, mais qui pourrait s'insérer dans une série. Voilà. Ok, très bien. Eh bien, À c'est voir si Mais souvent, vous savez, c'est quand on écrit que c'est le moment de vérité, hein, parfois. Enfin, c'est même parfois très douloureux parce que certains écrivains qui sont obligés dont les des auteurs tout à fait confirmés, dont les manuscrits sont refusés parce que finalement ça ne fonctionne pas en fait à l'écrit, malgré l'intérêt de l'idée, ça ne fonctionne pas. Ce n'est qu'en écrivant qu'on se rend compte que si c'est valable, si ça tient la route ou pas. bon, la porte est encore ouverte. Exactement. Eh bien, c'est à vous pour nous lire un deuxième extrait, Frédéric. Pour le commissaire, c'était une affaire réglée, une de plus. Depuis qu'il avait dépassé 50 ans, le temps lui semblait fuir à une cadence effrénée. Or, si la mort était par essence indissociable de l'existence, comme la nuit permet le jour ou comme le noir offre au blanc sa pureté et son éclat, elle devenait, passé 50 ans, omniprésente, terriblement concrète. Elle cessait de constituer une fin théorique et quelque peu abstraite, dont on chasse de ses pensées le désagrément d'un coup de balai. La mort se présentait chaque jour. Ici par le décès d'un camarade du même âge, là par une tache de vieillesse sur le dos de la main, puis par le tremblement de celle-ci. À partir de la cinquantaine, pardon, on comprenait que la mort différait de cette petite fin intrinsèque et lointaine, de cette obsolescence paisible du corps que l'on se figurait. La Camarde, comme on l'appelle, nous est bien extérieure et hostile, et son ministère violent et impitoyable. C'est pourquoi le policier y pensait tous les jours et craignait son départ à la retraite, car celui-ci signifiait son voyage final, son ultime traversée du désert, où il ne manquerait pas de croiser la grande faucheuse, qui l'arracherait à la vie, comme on sarcle une herbe morte. Voilà pourquoi il ne demandait pas sa mutation. Ici, il était pour ainsi dire irremplaçable. Merci, Frédéric. Eh bien, je vous remercie pour votre temps. Oui, Merci. merci de votre Et accueil. donc, dans les plis du drapeau, aux éditions de Cherche Midi, qui est sorti en janvier dernier. On vous souhaite le meilleur pour la suite, cher Frédéric. Merci, Anthony. Merci à vous. Une très belle soirée. Merci. Au Vous revoir. aussi. Au revoir.